Bonjour Leila Slimani, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes romancière, essayiste, vous avez publié une tribune très remarquée dans Libération vendredi dernier dans laquelle vous prenez position pour le droit de ne pas être importuné en opposition à la tribune des 100 femmes parues dans Le Monde qui plaidaient au contraire pour un droit à être importuné. On va y revenir mais d'abord la revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard de Leila Slimani aujourd'hui ? Le regard, c'est le regard de l'écrivain, je crois principalement. J'essaie de regarder le monde à travers cette liberté immense que donne la littérature. Moi, c'est ça que j'aime dans le travail d'écrivain, c'est que c'est un espace en fait où justement tous les jugements moraux, le manichéisme, la façon de regarder le monde par catégorie, tout ça, ça disparaît et d'un coup, on peut porter un regard complètement différent sur l'autre et sur le monde, essayer non pas de le juger, de le faire rentrer dans des cases, mais à un moment juste de le comprendre, de percevoir ses failles, d'essayer aussi de suivre un parcours en se disant que parfois on fait du bien, parfois on fait mal. Et donc c'est un regard qui n'est, j'espère, ni complaisant, ni un regard vindicatif, ni haineux, mais un regard empathique et un regard fasciné vis-à-vis de l'autre. Pourquoi avoir choisi d'écrire ? Pourquoi avoir voulu prendre position sur ce débat qui s'ouvre depuis maintenant plusieurs semaines ? En fait, c'est assez bizarre parce que je suis rentrée d'une journée où j'avais énormément travaillé, où j'avais eu plein de rendez-vous. Et pendant tous ces rendez-vous, à chaque fois, pendant 2-3 minutes, les gens que je rencontrais, on discutait de la tribune et j'entendais un peu les réactions. Je suis rentrée chez moi, très fatiguée. Et puis, je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai pensé à une chose très simple. Dans l'espace public, qu'est-ce que c'est être une femme ? Et qu'est-ce que c'est le fait d'être importuné quand on est une femme et du simple fait d'être une femme, du simple fait d'avoir un corps féminin. Donc j'ai commencé à faire la liste de tous ces moments tout à fait quotidiens, tout à fait banals, dans lesquels on est importuné. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais c'est pour ça que c'est important que je donne mon avis. Enfin, j'avais ce sentiment-là. C'était simplement de dire, n'oubliez pas qu'on est importuné parce qu'on est des femmes. Et que, oui, nous, on habite à Paris, dans le centre de Paris. Notre situation n'est sans doute pas la plus représentative, mais on est aussi des femmes. Et donc, on appartient à une condition qui est une condition universelle. Et être une femme, c'est souvent être importuné. Et vous diriez que ce débat, enfin cette controverse intellectuelle, elle fait progresser justement le débat ? Moi, je suis de toute façon favorable au débat de manière générale. Moi, j'ai grandi dans un pays où le débat n'était pas possible parce que c'était très corseté, qu'on ne pouvait pas dire librement ce qu'on voulait. Alors, surtout pas sur la liberté sexuelle, surtout pas sur les femmes. Donc, moi, je suis toujours très favorable au débat et puis très admirative, même qu'on vive dans une société où on peut s'engueuler. Et puis, c'est pas grave. Il faut aussi qu'on arrête d'être dans un truc où on a peur de l'engueulade et de la confrontation. On peut tout à fait vivre avec les gens tout en n'étant pas d'accord avec eux. Il n'y a aucun problème avec ça. La version de la liberté des femmes qui ont écrit, les 100 femmes qui ont écrit dans le Monde, c'est une illusion ? Est-ce que c'est pas une forme d'acceptation finalement de la domination masculine ? Je ne crois pas que ce soit une illusion, mais je pense qu'il y a eu une confusion entre l'individuel et l'universel. Je pense qu'elles essayent de défendre quelque chose qui pour moi est individuel et qui se passe derrière les portes closes. Si chez moi j'ai envie effectivement d'avoir des jeux dans la sexualité qui sont des jeux liés à une forme de violence, à une forme de quelqu'un qui peut m'importuner, etc. Si moi je le décide individuellement, il n'y a absolument aucun problème. Moi je suis pour la liberté individuelle, mais est-ce que vraiment ce combat-là, il faut le porter de manière universelle aujourd'hui? J'en suis pas certaine. Je pense que là, c'est pas opportun. On est un peu à côté du débat. Cette même tribune dénonce la vision puritaine de certaines féministes, et souvent un reproche qu'on fait aux féministes, une caricature même. Qu'est-ce qui vous évoque justement ce mot puritain aujourd'hui ? D'abord, je ne crois pas du tout qu'il y ait un risque de puritanisme aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il n'y a pas... c'est pas quand on se bat contre les violences qu'il y a un risque de puritanisme. L'absence de violence ne va pas rendre le monde plus puritain. Elle va rendre le monde simplement plus juste. Donc, je ne comprends pas en réalité la logique. Je ne comprends pas comment elle passe de la lutte contre les violences sexuelles au puritanisme. C'est, à mon avis, une confusion qui est quand même assez dangereuse et très malhonnête. Et quand vous voyez le retentissement international qu'a pu avoir cette tribune, vous qui avez justement écrit sur la sexualité des femmes au Maroc, vous avez dénoncé l'oppression sexuelle des femmes au Maroc. Quel impact un débat comme celui-ci peut-il avoir dans les pays du Maghreb par exemple ? Ce qui est quand même très particulier, c'est que la France, elle a toujours eu aussi une image très particulière sur la sexualité. Notamment, les Américains nous ont toujours regardés comme des gens très libres sexuellement, qui sont justement à l'antipode du puritanisme. Et donc, ça choque les Américains de se rendre compte que finalement, ce qu'ils voyaient comme quelque chose de romantique, cette espèce de fantasme, peut aussi avoir une forme de noirceur ou parfois être très, très dur. Et je pense qu'au Maghreb, malheureusement, ça se retourne un peu contre la France, où les gens disent mais finalement, cette liberté qu'ils demandent, cette espèce de grivoiserie, ça n'est que ça, mettre la main sur un genou, se frotter contre quelqu'un dans le métro. Il y a quand même une confusion qui
qui est grave justement en termes de modèle pour toutes ces femmes qui dans les espaces publics, à Alger, au Caire, à Casablanca, dans tous ces pays-là, ont du mal à vivre dans les espaces publics, ont du mal à monter dans un bus, ne peuvent pas se mettre seules en terrasse pour fumer une cigarette et boire un verre. Donc je trouve ça quand même vraiment pas très respectueux vis-à-vis de ces femmes-là. Dans le nouveau magazine littéraire, vous avez publié une nouvelle dans laquelle vous glissez dans la peau d'un violeur ordinaire. Il est question du regard complice d'un homme. On parle beaucoup de l'injonction faite aux femmes de parler, mais quelle doit être la place des hommes justement dans ce débat ? Absolument essentielle, elle est centrale, la place des hommes. D'abord, je pense que c'est très important de dire que les hommes ne sont pas tous des porcs. Très important de dire que les hommes, eux aussi, ont envie que le monde change et qui sont pour beaucoup solidaires de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que c'est un monde dans lequel il y aura moins de violence, moins de discrimination, dans lequel ils auront moins peur eux aussi pour leurs sœurs, pour leurs femmes, pour leurs amis. Et où je pense que de toute façon, quand on défend les minorités comme les femmes, parce que les femmes sont des minorités dans beaucoup de pays, on défend aussi les homosexuels, on se bat aussi contre le racisme. Tout ça, c'est un combat qui est un combat global. Donc je pense que les hommes sont solidaires de ça et j'aimerais plus les entendre aussi sur comment demain ils ont envie de définir leur virilité, comment eux aussi ils considèrent que le monde où les femmes seront mieux traitées sera un monde différent, plus juste et plus désirable. Donc je pense qu'ils ont vraiment leur mot à dire. Ils doivent pas avoir peur. J'entends des hommes qui disent « Moi je préfère me taire parce que je veux pas être cloué au pilori ». On n'est pas des harpies quand même, on n'est pas des sauvages. Il y a un passage terrible où vous écrivez, je vous cite, « Elle ne m'a opposé aucune résistance. Elle semblait avoir accepté l'idée qu'elle n'avait pas le choix. » De quelle aliénation est-ce qu'on parle ici ? D'abord du fait... Cette jeune femme, enfin cette histoire que je raconte dans le magazine littéraire, c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui m'a été racontée. Ce violeur m'a raconté cette histoire. C'est un homme qui a pris conscience des années après du fait qu'il avait violé une femme, qui en a été totalement traumatisé à tel point que c'est un homme qui s'est énormément impliqué dans des mouvements féministes au Maroc. On le voyait dans toutes les manifestations. Et moi, c'est par cet étonnement de pourquoi tu es là, et il m'a raconté cette histoire. Cette jeune femme, c'est une femme qui devient une paria. Au Maroc, quand vous avez été violée une fois, c'est terminé pour vous, votre destin s'arrête. Donc ce sont des femmes qui sont jetées dehors par leur propre famille. C'est-à-dire que leur famille pour beaucoup en tout cas, n'ont pas conscience qu'elles pourraient aller au commissariat, porter plainte et que leur fille est une victime et qu'il faut la défendre. Non, elle est déshonorée et donc il faut la jeter. Et ces femmes, elles deviennent des vagabondes. Et il y en a dans tous les villages du Maroc, il y a des femmes qui ont vécu ça. Dans beaucoup d'autres pays du monde, il y a des femmes qui errent comme ça et qui donc n'ont plus la possibilité bien sûr de se défendre. Et quand vos propres parents, quand votre propre entourage vous dit ça ne vaut pas la peine de te défendre parce que tu es sale, tu es sali, pourquoi est-ce que vous vous défendriez vous-même ? Vous n'avez même pas de notion de votre propre dignité puisqu'on ne vous regarde pas comme un être digne. Alors ce personnage, il est aussi issu de la haute société, c'est un fils de notable. C'était aussi une manière pour vous de casser les préjugés. Les agressions ont aussi lieu dans les quartiers populaires mais aussi dans les quartiers chics. Mais bien sûr, évidemment. Et puis dans les quartiers chics, il y a en plus cette violence sociale qui est exercée, le fait d'avoir l'impunité, de se dire moi comme j'ai l'argent, comme j'ai le pouvoir, on ne me poursuivra pas, et puis à la limite même elle va s'offrir à moi, et puis je peux me l'offrir, là il lui donne un bout de pain et du thé, d'autres donnent de l'argent ou je ne sais quoi, et évidemment les différences sociales ne font qu'augmenter la violence qu'on peut exercer sur les femmes, ça c'est évident. Comment vous jugez le climat en ce moment dans notre société ? Mais moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et je trouve que c'est un climat bouillonnant où il se passe beaucoup de choses et où il y a une nouvelle génération, qui est la mienne en plus, donc ça tombe bien, qui est en train de parler, de regarder le monde autrement et qui a envie de transmettre un monde différent à ses enfants aussi. À ses enfants, ou en tout cas à la génération qui vient après. Il y a cette idée, je trouve, et qui est belle, qu'il n'y a pas de fatalité. Et que moi, c'est ça aussi qui m'a dérangée, moi, dans la tribune de ces femmes, c'est ce déterminisme. Moi, il y a une valeur qui est au centre de ma vie, c'est la liberté. Et moi, je crois que chaque être humain, il est capable de s'inventer. Il est capable d'inventer son destin. Je ne crois pas qu'on naît en étant un porc. Je ne crois pas qu'on soit déterminé à se frotter contre les gens ou à les harceler. Je ne crois pas que les hommes et les femmes soient déterminés à vivre des relations violentes et qu'on ne pourra jouir sexuellement que si on est dans cette espèce de relation de violence. Je crois que tout est à inventer et qu'on est en train de l'inventer aujourd'hui, et tant mieux. Une société quand même qui prend le risque d'opposer les individus, les blancs contre les noirs, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les chauffeurs de taxi contre les chauffeurs de Uber, ça vous inquiète quand même ?
Ça m'inquiète, mais moi, dans la mesure où j'ai toujours été une universaliste et où je veux jamais rentrer là-dedans parce que quand vous écrivez, on vous dit toujours mais pourquoi tu n'écris pas sur ça et sur ça et sur eux. Moi, j'écris pas sur des groupes, j'écris pas sur des religions, j'écris pas sur des couleurs de peau. D'ailleurs, moi, je ne me suis jamais vécue comme ça. Ça peut étonner, je n'ai jamais vécu une appartenance identitaire ou communautaire. Moi, je me définis au jour le jour, je m'invente par moi-même. Ce qui fait ma condition, ça n'est pas d'être musulmane ou d'être de telle couleur, c'est beaucoup d'autres choses. J'ai une identité subjective que je me suis construite, qui existe dans le regard que les autres portent sur moi et que je porte sur eux. Pour le reste, voilà, j'ai pas envie d'appartenir à un tout petit groupe, j'ai envie d'appartenir à tout. Alors vendredi, nous recevions l'économiste et essayiste Geneviève Azam. Elle a qualifié la Méditerranée de véritable cimetière, évoqué les deux rives de la Méditerranée qui à la fois nous sépareraient tout comme elles nous uniraient, dit-elle. Elle vous demande comment l'intellectuelle, la romancière que vous êtes, pouvez-vous engager pour peser dans le débat qui s'ouvre justement en ce moment sur la question de l'asile et de l'immigration. Que peut l'intellectuel selon vous ? Déjà, il peut lutter par une chose absolument essentielle, c'est les mots. Aujourd'hui, la façon dont on parle de l'asile, de la migration et tout, dit beaucoup de choses du regard qu'on porte sur cette question. Les migrants, déjà ce terme, qu'est-ce que c'est ? Cette espèce de terme qui ne veut rien dire, qui ne parle que du mouvement. Donc ce sont des gens qui bougent, d'accord, mais on ne sait pas d'où ils viennent, qui ils sont. On les déshumanise un peu en les mettant tous dans cette espèce de mot qui ne veut absolument rien dire, qui n'est pas précis. Donc déjà ça me dérange. Ensuite, cette façon aussi de parler de la politique migratoire avec une grande froideur, avec un pragmatisme comme ça en ne parlant que de chiffres, ça aussi ça déshumanise les gens. Et je crois que c'est là où les mots sont très importants. Remettre des mots, remettre de la poésie, c'est remettre de l'individu et c'est rappeler que ce sont des âmes, ce sont des corps, ce sont des gens qui ont une histoire, qui ont des parents et que on ne pourra jamais, qu'on le veuille ou non, faire cette espèce de distinction qui paraît comme ça très simple, dite par certains, entre des migrants économiques qui viennent en fuyant la misère et qui donc seraient des sous-migrants et les autres migrants qui fuient des situations absolument terribles, bien sûr politiques, la guerre, les viols, etc. Non, parce que le fait même qu'ils soient des humains et le fait même qu'ils parcourent des choses, des distances pareilles, qu'ils vivent des choses pareilles, qu'ils meurent et qu'ils soient prêts à mourir, fait qu'on ne peut pas les regarder avec une telle simplicité. Donc l'intellectuel, il doit ramener de la complexité et de l'humanité dans ce débat. Et quand Emmanuel Macron parle de cette question-là, justement, en disant qu'il faut une politique d'efficacité, une politique de fermeté, justement, la question d'humanité qui a été pourtant au cœur de son discours avant la campagne électorale, ça vous inquiète ? En tout cas, c'est la différence entre le politique et l'intellectuel. C'est la limite, malheureusement, aujourd'hui de la politique, où on est dans une espèce de gestion et on se contente d'un discours de gestion. Je ne pense pas qu'au fond, en tant qu'être humain, il ait une vision aussi, je l'espère en tout cas, aussi gestionnaire de la chose. Mais malheureusement, on a l'impression qu'aujourd'hui, les politiques, avec ce qui se passe en Europe, etc., ne peuvent plus porter que ça comme politique, des politiques d'efficacité, de gestion. Et c'est très très triste. Et c'est pour ça que les intellectuels ne doivent absolument pas se taire pour ramener le contrepoids et pour rappeler qu'on ne pourra jamais traiter les gens comme ça. C'est impossible. Vous serez vigilante sur le projet de loi Évidemment, bien sûr, je serai vigilante et puis je ferai tout pour faire entendre ma voix avec beaucoup de calme, avec du respect aussi, parce que je suis aussi consciente que moi, je ne connais pas non plus tous les tenants et tous les aboutissants des politiques sur la complexité, effectivement, là encore, des chiffres, etc. Je ne maîtrise pas tout et je ne ferai jamais comme si j'étais une spécialiste du sujet. Moi, ce que je défends, c'est l'humanité de chacun. Merci beaucoup Leïla Slimani. Justement, demain mardi, je recevrai Christine Lazerge. Elle est la présidente de la CNDCH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. On reviendra évidemment sur la situation des migrants, des réfugiés. En France, le président de la République devrait se rendre dans la semaine à Calais. On lui demandera ce qu'elle attend de cette visite. Vous avez une question pour elle ? Oui, j'aimerais lui demander qu'est-ce qui, selon elle, qu'est-ce qui ferait que la France, aujourd'hui et demain surtout, pourrait être à la hauteur de cette image qu'elle a d'être le pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'on est ou qu'on n'est pas le pays des droits de l'homme ? Comment on le définit, ça ? Alors je transmettrai la question. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.